Depuis des mois, les éruptions volcaniques menacent. Les autorités ont fait évacuer la ville portuaire de Grindavik dans le sud de l'Islande et l'ont déclarée zone interdite. Mais quelques irréductibles résistent et ont décidé de rester coûte que coûte. Je suis têtu, tout comme ma femme et quelques autres. Oui, on s'entête peut-être un peu trop à vouloir rester vivre ici. On y croit. Il le faut bien pour montrer aux gens que c'est possible. Grindavik parviendra-t-elle à renaître de ses cendres? Grindavik a connu 6 éruptions volcaniques ces derniers temps. Mais quelques habitants, comme Eiríkur Dagbjartsson, refusent de quitter leur ville de cœur. Ils comptent sur les mesures de prévention prises par le gouvernement, comme cette digue de terre. Si ces digues n'avaient pas été construites au prix de gros efforts, la lave serait sûrement passée par ici pour couler jusqu'à notre ville. Cette barrière a déjà détourné plusieurs fois de grosses coulées de lave. Cependant, personne ne s'attendait à ce que le sol se fissure également au sein de la ville. C'était horrible de voir ce qui est arrivé le 14 janvier, quand la lave s'est répandue dans Grindavik. 3 maisons ont brûlé jusqu'aux fondations. Les images étaient impressionnantes. On était tous choqués, en particulier les malheureux propriétaires des maisons. Ils les ont vus brûler en direct à la télévision. Certains espèrent que cette éruption fissurale en plein cœur de la ville ne restera qu'un événement isolé. Eiríkur est de cet avis. Il refuse d'accepter que ce débordement puisse marquer la fin de Grindavik. On est sur l'un des terrains qui ont été à l'origine de l'évacuation de la ville après le 14 janvier. On l'a vidé de ses habitants parce qu'on a aussi perdu un homme dans une fissure. L'éruption a provoqué d'immenses crevasses dans toute la localité. Alors que des ouvriers devaient combler un trou au bord de cette maison, l'un d'eux est tombé dedans et n'a jamais été retrouvé. Une tragédie, même si Eiríkur estime que cela ne justifie pas que Grindavik soit resté fermé au grand public. Beaucoup de personnes s'inquiètent des fissures qu'on trouve par endroits. Il faut s'en méfier, certes, mais il y en a toujours eu. On jouait dedans quand on était petit. Quelques maisons sont devenues inhabitables, même si la plupart d'entre elles sont intactes. Cela n'a pas empêché Grindavik de devenir une ville fantôme. Ses habitants ont été évacués 6 fois, sans cesse obligés de plier bagages. Démoralisés, beaucoup ont accepté la proposition du gouvernement de vendre leur maison à l'État. Il ne reste plus qu'une 50aine d'habitants sur les 4000 que comptait la ville. J'espère sincèrement que Grindavik redeviendra une ville avec une véritable communauté, comme avant. La maison d'Eiríkur se trouve juste derrière la digue. Lui aussi a accepté de la vendre
Et à présent, il est locataire de l'État. C'est à ses risques et périls qu'il réside de nouveau à Grindavik, comme lui ont répété maintes fois les autorités. Sa femme Solveig souhaite aussi continuer à habiter à Grindavik, même si son ancienne vie lui manque. Nos petits-enfants venaient tous les jours pour déjeuner, ou j'allais chez eux quand ils étaient malades, ou pour les garder. Ils adoraient venir ici parce qu'il y a beaucoup de place pour jouer. Le couple est un peu remonté, parce que l'État n'achetait les maisons que si elles étaient vides. C'était malvenu de demander aux gens de vider leur maison et de les obliger à tout jeter, car la plupart sont partis vivre dans des appartements plus petits, où ils ne pouvaient pas tout emmener. Une fois qu'on a entièrement vidé sa maison, on a moins envie d'y revenir. Ça empêche de donner une nouvelle impulsion à la ville. Eiríkur et Solveig sont conscients de l'éventualité d'une nouvelle éruption. J'ai tout préparé. Par précaution, ils ont fait leur bagage, comme leur a instamment conseillé la protection civile. Voilà ma valise. Tout est vide. Mes vêtements sont là. Le jour de l'éruption, on dormait. Et puis, on a entendu ce bruit. On s'est réveillé et on a regardé par la fenêtre. Est-ce qu'il y a une lumière jaune quelque part? Est-ce qu'on peut voir des jets de lave? Il se passe quelque chose. Regarde par la fenêtre. Bonjour l'angoisse, c'était du sérieux. Ces images ont été filmées lors d'une des premières éruptions dans la région. Le couple s'est même déplacé pour filmer le spectacle et poster des vidéos sur les réseaux sociaux. La grande majorité des habitants de Grindavik vit disséminée dans tout le pays. Seuls 50 sont revenus et beaucoup d'entre eux souffrent de la situation. Un service chargé des affaires sociales a été spécialement créé pour leur venir en aide. Les assistantes sociales Johanna Birgitsdottir et Vala Augesdottir rendent régulièrement visite aux derniers habitants de la ville. J'étais assistante sociale au service de protection de l'enfance à Grindavik. Je fais ça maintenant parce que je tiens à m'assurer que les habitants vont bien. Gudny Elgrimsdottir habite en bordure de la ville. Ses voisins lui manquent et elle se sent isolée. La communauté. Je vis depuis 54 ans à Grindavik, nulle part ailleurs. Gudny a été évacuée à Reykjavik, mais elle n'a pas supporté la vie dans la capitale islandaise. Tout ce trafic. Il n'y a qu'un feu rouge à Grindavik, celui près de l'école. À Reykjavik, on ne peut aller nulle part sans se retrouver dans des embouteillages. Même si le fait de vivre seul te convient, tu aimerais voir des gens de temps en temps? Oui, voir un peu de vie. Je n'aime pas trop les grands rassemblements. Je vais prendre une photo pour me souvenir de vous. J'ai passé des examens pour savoir si j'avais Alzheimer, parce que j'oublie tout. Je ne reconnais plus personne. Depuis l'évacuation? Oui, c'est de pire en pire. Mais j'utilise mon portable pour prendre des photos et me souvenir. Et pour en parler? Quand on reçoit les notifications de souvenirs de Facebook, je trouve ça super. À bientôt, portez-vous bien.
Merci d'être venu. C'était un plaisir, au revoir. Depuis les éruptions, les habitants sont confrontés à toutes sortes de problèmes. Les gens nous font part de leurs peurs et de leurs insomnies. Il y a de plus en plus de divorces et de problèmes d'alcoolisme. J'essaie d'aider les gens en leur parlant et en écoutant ce qu'ils ont sur le cœur. Je pense pouvoir les aider parce que je suis moi-même de Grindavik. Vala a déménagé avec sa famille dans un appartement à Keflavik, non loin de là. Sa ville natale lui manque à elle aussi. Je suis sûre que la vie va reprendre ici, même si j'entends au fond de moi une petite voix qui me dit que peu de personnes vont revenir. J'aimerais tellement me réinstaller ici. Comme beaucoup de familles, celle de Vala se déchire sur le sujet. Le problème, c'est que toute la famille doit être du même avis. J'ai un mari et 3 enfants d'âge différents. Ça ne va pas être facile de les convaincre de revenir après tout ce qu'on a traversé. On a dû partir et se construire une nouvelle vie. Est-il seulement possible que la vie d'avant reprenne son cours ? Dans la capitale, des scientifiques tentent de prévoir quand se produira la prochaine éruption volcanique près de Grindavik. L'Institut Askia à Reykjavik. Le professeur Paul Einarsson est une grande figure de la volcanologie en Islande. De toute sa carrière, il n'a vu des volcans menacer des villes qu'à 2 reprises. Actuellement à Grindavik, auparavant sur les îles Vestmann, un archipel situé au sud de l'Islande. Les îles Vestmann, c'était en 1973. Pour prévoir de futures éruptions, il se base sur ces courbes qui représentent le soulèvement du sol dans le champ volcanique. Lorsqu'une courbe atteint le même niveau que celle qui la précède, cela signifie qu'une éruption se prépare. Ce n'est pas terminé. Cette courbe va se prolonger, cela prendra 1 mois ou 1 mois et demi. Et là, le volcan pourra entrer en éruption à tout moment. Le professeur émérite donne encore occasionnellement des conférences. La relation des Islandais avec les volcans est ambiguë. Ils les craignent pour les dégâts qu'ils peuvent causer, mais ils y sont aussi attachés. C'est une sorte de rapport amour-haine. L'Islande compte 30 volcans actifs. Un volcan est considéré comme actif s'il est entré en éruption au cours des 10 000 dernières années. Néanmoins, outre le danger qu'il représente, le volcanisme apporte également des sources chaudes, de la géothermie et du tourisme. Rannve et Tore Gardasdottir possèdent un chalet d'été au bord du lac Medalfellsvatn, au nord de Reykjavik. Les 2 sœurs préparent une pâte pour faire du rugbrød, une spécialité islandaise. C'est de la farine de seigle, qui est bien sûr l'ingrédient principal. Tore est enseignante, Rannve guide touristique. À la farine, on ajoute du sel, du bicarbonate de soude et du sirop d'érable. Puis une bonne dose de crème aigre. Par contre, elles ne feront pas cuire la pâte chez elles. On utilise la géothermie pour cuire le pain. On le met dans un trou à 80 degrés.
J'huile la brique de lait pour que le pain de seigle ne colle pas. En tant que coordinatrice scolaire, Toré a dû placer beaucoup d'enfants de Grindavik dans d'autres écoles. Je constate que les enfants souffrent de troubles post-traumatiques. Quand on parle de volcan à l'école, certains élèves éclatent en sanglots. D'autres se mettent très en colère. Elle n'arrive pas à concevoir que certaines familles envisagent de revenir. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Les enfants n'ont plus leur place à Grindavik. Il n'y a pas d'école. Ils n'ont pas le droit de jouer dehors. Les sœurs se rendent avec leur bidon de lait recyclé rempli de farine de seigle à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de Grindavik, sur un site qui s'appelle Gunuver. Elles savent qu'à cet endroit, la terre bouillonne, d'aussi loin qu'elles se souviennent. Enfants, elles venaient déjà ici avec leurs parents pour cuire du pain. Le trou de cuisson est accessible à tous. Quand on utilise la géothermie pour la cuisson, le pain n'est pas du tout le même. On peut acheter ce genre de pain au supermarché, mais il est plus savoureux quand il est cuit dans la terre. Le pain devrait être cuit dans 36 heures. La géothermie fait partie de notre vie. Elle est aussi précieuse que l'or. C'est grâce à elle qu'on chauffe nos maisons. Les volcans ont beaucoup d'influence sur nous. On est en lien direct et immédiat avec la nature. Le spectacle est fascinant, tant que les forces de la nature ne s'approchent pas trop, comme à Grindavik. Le port a rouvert en premier, car Grindavik est l'un des plus importants centres d'acheminement des produits de la pêche du pays. Eiríkur Dagbjartsson est directeur commercial et vend principalement de la morue à des restaurants de fish and chips anglais. La pêche, c'est toute ma vie. J'ai commencé à sortir en mer quand j'avais 5 ou 6 ans avec mes deux grands-pères. Je sais pêcher, et même très bien. À Grindavik, tout est axé sur la pêche. On est proche des zones les plus riches en morue au monde. Eiríkur s'apprête à aller sur le quai. Pour une fois, les journaux vont annoncer une bonne nouvelle concernant Grindavik. Un nouveau chalutier que la société d'Eiríkur a acheté entre au port. La flotte de pêche de Grindavik s'agrandit. C'est un bon signe pour Eiríkur. Pour la première fois depuis des années, on accueille un nouveau navire à Grindavik. C'est un grand moment. Un nouveau navire en ces temps troublés, c'est une bonne chose. Ce nouveau chalutier va redonner une impulsion à la ville. C'est un peu comme le début d'une nouvelle ère. L'arrivée du chalutier se doit d'être célébrée. Les collègues d'Eiríkur s'affairent dans l'entrepôt pour préparer les festivités. Il faut rajouter des palettes. Il doit nous en rester. Le lendemain, Eiríkur se produira sur cette scène avec son groupe.
On ne sait pas combien de personnes vont venir. C'est une situation bizarre, car peu de gens vivent en ville. Mais on a fait de la pub sur les réseaux sociaux. On espère que certaines personnes qui ont déménagé en profiteront pour se retrouver. Les jours raccourcissent et Héricourt tient à terminer son programme de fitness car il a réduit la cadence depuis une semaine. Il va randonner au même endroit aussi souvent qu'il le peut. Deux, trois, parfois 4 fois par semaine. Je le fais pour faire fondre mon ventre. Le mont Port-Björn, qu'Héricourt peut voir de sa maison, est l'un de ses endroits de prédilection. Je dois venir une centaine de fois par an. Une fois, je suis venu marcher 10 jours d'affilée. Tout autour de lui, de la lave fraîche du mois de mai. Voici les vilains. C'est mon frère qui les a baptisés ainsi. Le petit vilain, le gros vilain et le très vilain. C'est la première fois depuis longtemps que je vois un autre promeneur. Je n'ai croisé personne depuis le 23 novembre. Bonjour. Sonvit Masdottir a déjà fui une fois à cause de la lave. Elle n'aimerait pas avoir à revivre les désagréments d'une nouvelle éruption volcanique. Je me sens très bien à Grindavik. Je suis arrivée en 1973 de l'archipel des îles Vestman, suite aux éruptions. Je veux rester ici. On organise une fête pour l'arrivée du chalutier. Tout le monde est invité. Il y aura de la bière et du fish and chips. Super. Tout le monde peut venir. Je travaille jusqu'à 18h, je viendrai peut-être après. Amenez qui vous voulez. C'est bon à savoir. À plus tard. Le mont Port-Björn culmine à 230 mètres. Héricourt le gravit en moins d'1 heure. Plus loin, en contrebas, se trouve le Blue Lagoon, célèbre station thermale qui a également été protégée de la lave par une digue. Héricourt ne peut tout simplement pas envisager de quitter cette région. Pour moi, c'est le centre de l'univers. 3 de mes 4 filles vivaient à Grindavik. 5 de mes 6 petits-enfants aussi. Ils sont tous partis. Ils ont déménagé à Keflavik. C'est triste. On espère qu'une partie d'entre eux reviendra habiter ici. Les activités volcaniques actuelles pourraient réduire à néant ces espoirs. Le professeur Einarsson vient inspecter l'un des nombreux points de mesure qui enregistrent les mouvements du sol autour de Grindavik. Voilà le point. C'est un simple clou enfoncé dans le sol. On mesure les mouvements à ce point précis. Et ça, c'est l'antenne qui capte les signaux des satellites. Cela nous permet de savoir exactement ce qui se passe sous le sol. La chambre magmatique se trouve à 4 km sous nos pieds. La pression augmente constamment, ce qui veut dire qu'il y a du magma qui remonte. Et quand la pression augmente, le sol se soulève d'environ 7 mm par jour. Cela va continuer jusqu'à la prochaine éruption. De par sa proximité, le champ volcanique menace la centrale géothermique de Svartsengi, située juste à côté du Blue Lagoon. La station thermale attire chaque jour 2000 visiteurs, autochtones et touristes du monde entier confondus.
Avec ses pipelines, la centrale approvisionne en eau chaude des milliers de maisons dans la région. C'est comme ça que la plupart des Islandais se chauffent. En cas de panne, les maisons refroidiraient et l'eau gelée pourrait provoquer des dégâts dans les canalisations. La terre fume tout près de Grindavik. Le professeur Einarsson est persuadé qu'une nouvelle éruption est imminente. Voici une coulée de lave caractéristique de la première phase d'une éruption. Une énorme quantité de magma jaillit de terre et s'étale rapidement sur une grande surface. C'est la première phase qui est la plus dangereuse. Quand une longue fissure apparaît, il y a beaucoup de matière qui s'échappe en très peu de temps. Elle coule très vite, quasiment comme de l'eau. Mieux vaut ne pas se trouver à Grindavik quand ça arrivera. Dans le champ géothermique de Gunnuvær, le pain de seigle devrait bientôt être prêt. Il a cuit pendant 1 jour et demi dans le trou à 80 degrés. C'est bon. Je ne vois absolument rien. Ah. Oui, on voit très mal. Ce n'est pas idéal. Quand la terre fume, les Islandais savent que bénédiction et menace vont de pair. Beaucoup de mes collègues trouvent la situation très anxiogène. Les éruptions volcaniques et les séismes vont encore nous accompagner pendant des décennies. Nous devons apprendre à vivre avec. Tu crois qu'on l'a encore réussi? Il m'a l'air parfait. La géothermie varie dans la péninsule de Reykjanes. Quand on était plus jeune, il faisait plus chaud ici qu'ailleurs. Le pain cuisait plus vite quand on était petite. Je coupe quelques tranches. Il est très bon. Oui, excellent. À Grindavik, Eiríkur va bientôt se produire sur le quai. Il a créé un groupe de musique avec son frère il y a des années. Il est ravi de chanter en cette journée si particulière, car en plus de l'arrivée du chalutier, les autorités ont annoncé la réouverture de la ville dans les jours à venir. Je suis heureux qu'un nouveau navire ait amarré à Grindavik. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps parce que Grindavik a été fermé pendant 11 mois. Et ça met du baume au cœur de préparer une fête. Il n'y a pas eu autant d'animation sur le quai de Grindavik depuis des années. On assiste même à des scènes de retrouvailles, comme Eiríkur l'espérait. Sigurbjörn, son frère, met l'ambiance. Personne n'a compté le nombre de personnes qui se sont déplacées, mais 400 portions de fish and chips ont été distribuées. Ça fait plaisir de voir qu'autant d'habitants de Grindavik sont venus en ville pour se retrouver et faire la fête ensemble. On est chez nous ici. On a l'habitude de venir se retrouver sur les docks. On a grandi ici et on aime Grindavik. Quelques jours après la fête, la ville de Grindavik a effectivement rouvert ses portes. Reste à savoir pour combien de temps, car une nouvelle éruption volcanique est inéluctable.